Bonsoir à tous. Tout chemin mène à Rome, nous dit-on très souvent. Mais moi, je le dis en vérité, un seul chemin mène à nous, télévision, la télé au service du développement. Tous les samedis, quand il est 16 h, c'est celui de Parlons peu, parlons vrai. Notre émission hebdomadaire, donc, tel un dromadaire qui de plus en plus est en train de prendre de la place dans le paysage audiovisuel et médiatique gabonais. Le monde tel qu'on nous l'a présenté aujourd'hui est un vaste village planétaire entre les cultures qui nous sont présentées, proposées et même parfois imposées. Comment celles africaines vont donc pouvoir vivre, résister et exister même tout en gardant leur authenticité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parlera de la tradition africaine. Les traditions africaines, peau noire, masque blanc, en d'autres termes, est-ce que l'Africain aujourd'hui est resté authentique entre lutter pour sauvegarder sa culture et aussi voir ce qu'il peut récupérer des cultures des autres. Pour parler de ce sujet cet après-midi, c'est le 10e numéro de votre émission Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. On a donc invité quelqu'un, du moins deux personnalités, moi je les appelle comme ça. La première personnalité, c'est monsieur promotion culturelle, c'est un promoteur culturel, et il est aussi écrivain parce qu'il a deux ouvrages qui sont dans les bacs. Il va nous en parler dans quelques instants. Monsieur Venant Debouman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous êtes toujours entre deux avions. C'est vrai que le coronavirus vous a mené à mettre pied à terre. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Vous êtes assis à côté de monsieur Placide Rodelin Ndong, qui est traditionnaliste et par ailleurs homme d'affaires. J'espère qu'en venant, vous n'êtes pas venu les mains vides. Bonsoir monsieur Placide. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être notre invité pour parler et déviser sur ce sujet hautement important qu'est la tradition, quand on sait ce que l'actualité du jour ou bien de la semaine, elle est très houleuse quand on parle des traditions. Alors l'équipe qui m'accompagne toujours, elle est là au top. On l'appelle la Dream Team. Lionel Nelio, le Ronaldinho du micro, bonsoir. Bonsoir, j'aime bien la comparaison, même si je ne l'accepte pas toujours, mais j'aime quand même la comparaison. On dit comparaison n'est pas raison, mais si j'ai raison de faire une comparaison. Peut-être, mais la comparaison, il faut dire qu'elle me donne plus d'elle que je n'en ai déjà. Mais quand même, je l'aime et puis voilà quoi, je l'accepte. D'accord. Monsieur Actu, j'espère que l'actualité, elle a été dense cette semaine. J'espère que tu nous ramènes quelque chose de croustillant. Bah oui, il y a quelque chose de très croustillant, quelque chose qui donne envie, voilà. Et surtout, il y a une exclusivité. Personne n'a encore parlé, nous on va en parler aujourd'hui. N'en dis rien encore. On va découvrir ça ensemble au même moment que nos chers téléspectateurs. Alors, Boris Chali, monsieur Actu, pardon, monsieur Busnet, le businessman de Parlons peu, parlons vrai. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Et la semaine? La semaine un peu compliquée, ben, avec le temps, avec le coronavirus, on s'habitue maintenant et il devient notre ami, la Covid. C'est maintenant notre ami tout le temps. Saison sèche, il fait trop frais là. Oh, effectivement, on se lave à l'eau chaude maintenant. En tout cas. Alors, Mélanie Warren, bonsoir. Bonsoir. L'unique femme du plateau, du moins pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes dans le cadre de ta rubrique Parlons peu, parlons bien-être? J'espère qu'il sera de bonnes choses qui vont aider nos chers téléspectateurs aussi à vivre dans les conditions les meilleures. Comme toujours, ce sera une bonne chose. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans la deuxième partie, nous aurons notre consultant permanent qui est en chemin. C'est vrai que le confinement ne facilite pas trop les déplacements en ce moment, mais il est en chemin, il sera là. Notre consultant prolixe, le cher Dorian Herschel Messing Maseko, qui sera là avec nous dans la deuxième partie de notre émission. On va donc prendre une légère pause tout de suite et maintenant, et on revient pour le début de l'émission. Mais avant, je vais signaler aux chers téléspectateurs que l'émission est interactive. Vous pouvez aussi participer en envoyant vos messages. Pourquoi pas poser des questions à nos invités qui sont sur le plateau, mais aussi à nos consultants, hein, à nos chroniqueurs, sur le sujet du jour. Donc on prend cette légère pause et on revient tout de suite après pour le début de l'émission. Alors, parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons vrai. Cet après-midi, le sujet qui est donc l'ossature de notre émission, c'est traditions africaines, peau noire, masque blanc. Monsieur Venant Debouman, promoteur culturel et écrivain, peau noire, masque blanc, c'est le titre d'un roman qui vous parle quand même. Oui, effectivement, en fait, Peau noire, masque blanc, c'était un roman de Frantz Fanon. Et vous avez la chance que je l'ai apporté ici, sur le plateau. On en parlera. On en parlera. On en parlera. Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Donc le titre n'était pas, en fait notre sujet n'était pas fortuit parce que ce roman il est encore d'actualité. Il est d'actualité, voilà. Il est disponible à notre école, on en parlera tout à l'heure. D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, la culture africaine, les traditions africaines sont en perte de vitesse. Vous, à travers votre
association Génération Ekan, qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre, carrément, je vais dire pas la perdition, mais contre peut-être la disparition de nos cultures? Bon, concrètement, ce qu'on fait, c'est on n'invente rien. Nous avons trouvé des modules d'apprentissage, des modules d'enseignement, et nous campons dessus et nous transmettons, c'est ce que vous appelez la tradition, transmettre la connaissance d'un peuple. Donc lorsqu'un peuple transmet sa connaissance, on appelle ça la tradition. Le peuple africain transmet la connaissance aux Africains, on appelle ça tradition africaine. Lorsque l'Européen transmet sa connaissance aux Européens, on appelle ça tradition européenne. Donc maintenant, à quel niveau se situe la modernité et l'empirique? En ce moment-là, on en parlera tout à l'heure le long de notre D'accord. Alors, Monsieur Placide, bonsoir encore. Vous qui êtes aussi traditionnaliste, vous êtes très introduit dans les milieux de la tradition et vous êtes aussi, vous faites partie de plusieurs associations qui luttent pour la sauvegarde de nos cultures et nos traditions. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui nos traditions puissent résister face à l'influence de la mondialisation? Bonsoir encore une fois de plus. Avant de poursuivre la question, je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de définir ici la tradition. La tradition, c'est une, j'allais dire, qu'est-ce que je peux dire comme mot juste? La tradition, c'est une identité de coutumes d'un peuple précis. D'accord. Alors, c'est aussi une boussole qui sert à orienter, au départ, cadrer le passé, ou encore retracer le passé. D'accord. Encadrer le futur et structurer ou encore donner des bases au présent. Nous ne pouvons pas parler de la tradition sans pourtant parler de l'élément central qui est le traditionnaliste. C'est qui le traditionnaliste? Il faut d'abord le savoir. Moi, par exemple, je m'appelle Don Edou Placide, je suis fan, j'ai un sans-fan, j'ai un enfant. Ces valeurs culturelles que je viens de citer ne font pas de moi un traditionnaliste. Ce sont là des éléments constituants de l'enfant que je suis. Alors, c'est qui le traditionnaliste? Le traditionnaliste, c'est celui-là qui pratique sa tradition, qui connaît les bienfaits et les méfaits de cette tradition-là. Ok? Je vais me focaliser sur un point qui est très important, qui est au centre de la question des traditions. C'est le savoir. C'est le savoir. Je vais prendre un exemple simple. Vous mettez au monde un enfant, vous l'élevez, vous donnez une éducation. De suite, relativement à cette éducation, vous n'apprenez à l'enfant que du bien. Devenant un adulte, il ne fera que du bien. Pas parce qu'il est interpellé, non, parce que c'est la seule connaissance qu'il a. Par contre, si vous laissez le choix, c'est-à-dire le libre arbitre, le savoir, connaître le bien et le mal, il va naître là, j'allais dire, un sentiment de profondeur, sur la question. Je vais encore prendre un exemple. Vous arrivez comme ça dans les rues de Libreville, je vais prendre précisément vers le carrefour Le Yomba, où vous repérez un vieillard qui a envie de traverser. Il ne peut pas, manque de force. Oui. Vous allez auprès de ce monsieur, vous apportez votre aide. Quand vous êtes de l'autre côté du trottoir, après cette action noble, vous aurez l'impression de marcher à la pointe des orteils. Celui qui vous a vu faire l'action, il dira tout simplement de manière superficielle que c'est quelqu'un de bien. Mais vous, ce qui se passe au-dedans de vous, c'est comme s'il y a... C'est indescriptible. C'est une hauteur en fait. Ouais. C'est une hauteur. Parce que tu es téléporté. Voilà. Voilà, c'est une hauteur. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui en juge. Ok, c'est l'esprit qui en juge. Donc, d'où vient l'importance de la connaissance. De la connaissance.
Justement, parlant de la connaissance, moi je viens plutôt à l'influence. Vous pensez, M. Venon, que la mondialisation aujourd'hui, parce qu'on parle du village, un grand village planétaire, le monde avec les nouvelles technologies, l'information, la communication, tout est à quelques centimètres près de nous. On n'est plus obligé aujourd'hui de prendre l'avion pour voir comment vit un enfant en Australie. On le voit à travers les réseaux sociaux et autres, comment les gens vivent en Patagonie, comment les gens vivent encore en Amazonie. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'influence de ces nouvelles technologies-là peut être néfaste pour nos traditions, nous, Africains? Bon, il faut dire d'abord que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il me serait important, et le devoir culturel, de me présenter. D'accord. Je ne l'ai pas fait au début, tout simplement parce que nous n'étions pas encore dans le plein pied. On va devoir parler des effets de la culture importée sur nos cultures. Je rappelle que ce qui dit culture veut dire les outils de la tradition. Hein? Je suis venant des Bomam. Mon père s'appelait Ntougou et je suis un Ntougou. Je suis un Toumou du peuple Fan ou de la nation Ekan. Je suis de la lignée Bodzan-Bonvomon. Les gens qui connaissent la tradition sauront tout de suite que je suis Essabzan et je suis neveu dans la lignée de Donosor, donc des Sandones. Si je me borne, n'est-ce pas, au territoire de notre État, qui est le Gabon, je dirais tout simplement que je suis ressortissant du Vitam. Quels sont les enjeux ou l'influence de la mondialisation sur nos traditions? Je vais d'abord dire que notre tradition, il faut que les gens sortent un peu de cette coque qui est parfois statique. Hein. Nos traditions n'ont jamais été statiques. Nos traditions ont toujours été dynamiques. Ça veut dire que ça change, ça bouge au fil du temps. Moi qui parle en Ntoumou aujourd'hui, ce n'est pas l'Ntoumou que mon aïeux parlait en 1315 par exemple. Lui parlait à Tsi. S'il revient aujourd'hui, je parle Ntoumou, il ne va rien comprendre du tout. Donc ça veut dire que ça a joué quelque chose au niveau de la mondialisation. L'école évolue. Bon, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, nous communiquions avec l'onkoul, le tambour horizontal. Il est plus facile aujourd'hui de prendre un téléphone et d'appeler. Hier, il était plus facile de marquer sur de l'argile ou de la pierre. Maintenant, aujourd'hui, il suffit de faire du selfie. Vous voyez? Donc, quelle est l'influence? L'influence est à la fois positive, à la fois négative. Tout se joue dans le psychisme humain. Et comment nous, on transmet cette connaissance à l'enfant? Si on laisse l'enfant, par exemple, toute une journée devant son écran de télé, en train de suivre la télévision, vous comprenez que tout de suite, vous abîmez non seulement son regard, son proximum, et aussi vous lui isoler de l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est son environnement. Il doit s'exprimer. Parce que je vous dis une chose, l'enfant réfléchit mieux, n'est-ce pas, en jouant. C'est à partir du jeu. Et c'est à partir du jeu que nous sommes devenus les super scientifiques aujourd'hui. D'accord. L'enfant réfléchit mieux en jouant. On parle du ludisme. Enfin, que c'est plus facile d'apprendre un enfant par le ludique que par le cognitif. Il assimile mieux les choses. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les tablettes tactiles qu'on remet aux enfants, est-ce que c'est à ça que nos enfants doivent être sacrifiés aujourd'hui par rapport à leur éducation? Je vais peut-être te prendre la parole. Oui, c'est selon. Je vais te prendre la parole. Vous donner la parole à la dame, hein, monsieur, voilà. Pour penser que moi je vais dire en réalité, on parle de tablettes, on parle de tout ce qu'il y a d'électronique. Moi je me dis, oui, c'est vrai que l'on met nos enfants aujourd'hui face à l'actualité. Mais de quelle actualité parle-t-on réellement? Est-ce notre actualité ou l'actualité que l'on veut imposer à notre société? Parce qu'il faudrait faire toujours la différence entre... Moi, je tiens à le dire dès le départ, entre la mondialisation et l'européanisation. C'est deux termes très très différents que j'aimerais que dès le départ nous fassions la différence. Mettre face à son enfant une tablette tactile, aujourd'hui c'est très différent pour un Africain que de mettre face à son enfant un compte. C'est très différent. Mettre face à son enfant une tablette tactile, c'est mettre face à son enfant l'européanisation. Mettre face à son enfant un conte, c'est simplement faire ce que Lord Ekomindon a chanté dans son dernier chant, pour ne pas le citer, voilà. Mettre face à son enfant cette capacité-là à s'adapter à la réalité actuelle tout en n'oubliant pas ce qu'il est réellement. Parce que la culture, pour revenir à cette définition, la culture c'est quoi? La culture c'est ce qui reste de nous lorsqu'on a tout perdu. Or, lorsque l'on accepte volontairement de tout perdre, même de nous-mêmes, ce qu'on accepte de ne pas exister, de ne pas être. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de ne pas être, de ne pas exister. Or, ce que l'on doit retenir de nous, par exemple, notre nom, d'où l'on vient,
Qui sommes-nous réellement? Quel est le but de notre arrivée sur Terre? C'est cela que l'on appelle la culture. Ah, le temps est donné. Oui, bon. Oui, donc, est-ce que tu penses que la mondialisation aujourd'hui aura un impact plus ou moins négatif sur nos cultures? Oui, bon, il faut d'abord définir c'est quoi la mondialisation. Et à l'intérieur, qu'est-ce que l'Africain, qu'est-ce que le Noir y contribue. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est un tout. C'est une mondialisation culturelle, mondialisation technologique, économique. Donc, elle est globale. Elle est globale. Oui. Mais maintenant, nous, Africains, quand on y part dans la mondialisation, on y met quoi dans ce panier qu'on appelle... Dans ce carrefour du donner et du recevoir, qu'est-ce qu'on amène? Je peux dire que c'est un panier où tout le monde y met quelque chose. Oui. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont mis la culture chinoise, où tout le monde aujourd'hui essaie de pratiquer. Par exemple, les arts martiaux. Aujourd'hui, tout le monde porte du jean. Les Américains ont mis du jean et ils ont mis du chewing-gum. Les Européens, ils ont mis du vin. Ils ont mis du camembert. Mais on a du raffia aussi. Non, à quel niveau? Est-ce que dans les rues de Paris, tu as vu un Européen avec une chemise en raffia? Mais non. Tu as été à Paris quand? Pour voir que... Il suffit seulement de regarder. On en a plus de 203 000 chaînes de télévision à travers le monde. Maintenant, pour revenir au niveau de la tradition, moi je dirais que la tradition, c'est la transmission continue d'un contenu culturel qui a commencé par exemple une histoire ou bien un événement historique dont on ne fait que relayer. Aujourd'hui, il y a des fonds, il y a des Pounou, il y a des Nzébi. Si on prend le cas du Gabon, chaque culture, chaque communauté linguistique transmet la connaissance de sa tradition. Les fonds transmettent à leurs enfants, les Pounou, les Nzébi. Mais maintenant, aujourd'hui, la mondialisation, on voit que maintenant, aujourd'hui, les programmes de télévision que nous avons dans nos maisons ne permettent pas à ce que nos enfants ou bien nos petits frères puissent avoir des éléments culturels traditionnels de leur communauté linguistique. Et ceci pose vraiment un défaut dans leur arrimage à la mondialisation. La vraie. D'accord. Mélanie, est-ce que toi, tu penses, on reste toujours dans le même couloir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette mondialisation dont on parle à tort et à travers aujourd'hui mondialisation et autres, elle peut avoir un impact sur nos traditions, notre culture, au point peut-être, pourquoi pas, de favoriser celle-ci? Moi, je dirais tout simplement, Mitterrand, je dirais oui, parce que la question est d'abord, est-ce que, lorsque ce que vient de dire tout à l'heure Boris, est-ce que l'Afrique aujourd'hui est préparée à l'équilibre, c'est-à-dire équilibré entre nos traditions et la mondialisation. Est-ce que l'Afrique est préparée psychologiquement, physiquement, moralement, économiquement, psychologique et tout ça. Est-ce que l'Afrique est vraiment préparée? Parce que, comme on dit préparée aujourd'hui là, c'est l'exemple, on a pris l'exemple sur les enfants. D'accord. C'est-à-dire dans une maison en Afrique aujourd'hui, les parents privilège plus la modernité, on va dire, que de privilégier la tradition. Ou équilibrer les deux. C'est-à-dire, tu rentres dans une maison, tu trouveras un enfant avec une tablette qui parle que français toute la journée. D'abord, toi-même, tu ne parles pas français. Alors, monsieur Vénon, le côté pernicieux des relations internationales aujourd'hui entre les États, d'accord, tels que les plus forts imposent leurs valeurs, c'est-à-dire que quand on parle de valeurs, si on parle de culture, des traditions, aux plus faibles, est-ce que vous pensez que l'Afrique a vraiment les éléments pour être, peut-être pour contrecarrer cette influence extérieure-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on le dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Exact. Vous comprenez? D'accord. Notre système déjà académique ou bien scolaire nous éduque franchement à ne rien comprendre de ce qui se passe. Quand j'apprends que est-ce que l'Afrique est prête à recevoir la mondialisation, c'est comme si la mondialisation était extérieure à l'Afrique. Ce que vous devez savoir, c'est que le système qui s'impose aujourd'hui, que vous appelez la mondialisation, est un système basé sur le mode de pensée cartésienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ça ou ce n'est pas ça. Vous comprenez? L'Africain n'est pas dans ce lobbying. L'Africain dit c'est ça, ça peut aussi être ça, ou les deux à la fois. La mondialisation nous impose un système de vie monoculturel. Si ce n'est pas européen, si ce n'est pas occidental, il n'y a plus la vie.
Si l'Église n'est pas occidentale, il n'y a plus l'Église. Ouais. Si l'école n'est plus occidentale, si on ne lit plus Kant, si on n'apprend pas, si on n'apprend plus Montesquieu à l'école, il n'y a plus l'école. Vous comprenez? S'il n'y a plus de djinn, il n'y a plus de djinn. On appelle ça le monoculturalisme. Maintenant, l'Africain ne dit pas mono. L'Africain est poly. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures en Afrique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs systèmes de pensée en Afrique. D'ailleurs, c'est cette Afrique qui s'est exportée, n'est-ce pas, aux autres et donner la connaissance aux autres. Donc, est-ce que l'Afrique est bien placée pour accepter la mondialisation? Non, c'est plutôt... Est-ce que la mondialisation que vous appelez la mondialisation, est-ce que ces puissants peuvent faire sans l'Afrique? C'est ça la question. Est-ce qu'ils peuvent faire sans l'Afrique? Ils ne peuvent pas faire sans l'Afrique. La preuve en est que décidons-nous un seul instant de faire la grève contre nos ressources naturelles. Est-ce qu'ils vont revivre? Est-ce que vous aurez encore le téléphone? C'est à partir du Congolais si on a le téléphone. Si le Congo aujourd'hui au sud Kivu, au nord Kivu dit le coltan, on donne plus à l'euro, comment on l'appelle, au lécoderme, vous allez encore faire quoi? Vous n'aurez plus de téléphone. Mais est-ce que nous, on a les moyens d'abord d'exploiter ce coltan-là? Si on dit qu'il ne sort plus le coltan, est-ce que nous-mêmes, on dispose des moyens suffisants pour exploiter ce coltan? N'oubliez pas l'histoire. Nous avons ce que j'appelle le drame historique. Notre drame historique, c'est d'avoir été esclavagisé. Vous comprenez ça? Nous avions des moyens. Tout simplement parce qu'on ne nous enseigne pas ça. Quand vous rentrez dans les archives égyptiens anciens, je ne vais même pas aller plus loin là-bas, égyptiens anciens, là-bas, ils utilisaient ce que vous appelez aujourd'hui la lumière solaire pour bâtir tout ce qui était pierre, pour tailler les pierres, pour tailler les granites et le reste. C'était du soleil. Ils s'éclairaient à partir du soleil. Ça veut dire que l'énergie solaire n'est pas nouveau. Vous comprenez? Maintenant, la mondialisation, quand est-ce l'Occident a acquis la mondialisation? C'est aussi important de le situer. Est-ce qu'on vous a parlé de la mondialisation avant 1513? Je pense pas. Je pense pas. Alors qu'au Congo, alors qu'au Mali, on parlait déjà de l'homme du plus riche du monde. Oui. Vous comprenez ça? Il s'appelle Kankan Moussa. Il a fait chuter le prix de l'or partout dans le monde entier. Jusqu'à Terre-Neuve. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, monsieur. Il reste encore l'homme le plus puissant du monde. De tous les temps. Dans l'Africain, la première université. En fait, c'est les autres qui s'arriment à retrouver l'Africain. Mais avec quels moyens? C'est là où ça diverge. Vous comprenez? D'accord. Monsieur Placide, et moi j'ai dans mes notes ici le nom d'un historien, Léo Frobenius, qui dit que les premiers navigateurs qui arrivent à la fin du Moyen-Âge en Afrique trouvent une Afrique développée, bien organisée, avec des États et royaumes souverains puissants et des industries opulentes. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Afrique soit dernier de la classe? Je vais même vous surprendre. Je vais vous surprendre en disant que l'Africain était très développé. Je prends mon peuple, qui est le peuple Ekan, le peuple Fan. Lorsque on nous retrouve, nous avons déjà une économie, nous avons déjà une armée, nous avons des lois, nous avons des tribunaux, nous avons des villes. Je dirais même que l'Europe a beaucoup volé de nous. Parce que dans les villages... Voler dans le sens de copier peut-être. Copier. D'accord. Voler dans les deux sens. Copier, dérober nos ressources et notre culture aussi. Copier. Copier aussi. Voilà. Il suffit de regarder comment nos villages étaient disposés. Une voie au centre, des maisons de part et d'autre. Avant d'entrer dans le village, il y avait comme une tour. Un checkpoint. Ouais, alors, il y avait un corps de garde. Corps de garde, voilà. Ce corps de garde servait à quoi? À filtrer toutes les entrées. Des entrées. Et c'est ce même corps de garde qui s'occupait de régler des problèmes familiaux. Les litiges en général. Comme une espèce de tribunal, en fait. Et c'était aussi un coin de stratégie pour les guerres. OK? Je parlais au départ de la connaissance. Pour aller à la mondialisation, qui est un grand concours, qui nous réunit en un seul point, qu'on appelle le grand village planétaire, il faut avoir des gens outillés. Lorsque nous parlons de la tradition, j'étais en train de définir ici le traditionnaliste. Mais il y a deux genres de traditionnalistes. Il y a deux genres de traditionnalistes. Il y a le traditionnaliste et le bon traditionnaliste. Le bon traditionnaliste, c'est celui-là qui est outillé, qui est capable d'aller dans la tradition d'autrui
prendre ce qui est nécessaire, je dis bien nécessaire, pour ajouter à sa tradition. Mais il ne fera jamais le contraire. Il ne prendra jamais ce qui est bon chez lui pour aller ajouter chez autrui. C'est à autrui de le faire. OK? Alors, ce bon traditionnaliste, c'est un additionné. C'est celui-là qui peut aller au grand marché de la mondialisation où se croisent les cultures, les traditions, etc. pour apporter quelque chose. La connaissance est au centre de tout. Il faut bien que celui qui va soit bien préparé, qu'il y ait des connaissances qu'il faut. La mondialisation, les Africains étaient déjà beaucoup plus avancés. On ne le dira jamais. Lorsqu'on dit, par exemple, il faut manger naturel, ça veut dire quoi? C'est le repli identitaire, il faut repartir à la source. Manger bio. Manger bio. C'est ce que ça veut dire. Ils appellent ça manger bio. Voilà, manger bio. Spirituellement, depuis la nuit des temps. Oui, spirituellement, l'Africain le faisait. Mange bio dans nos villages. Donc, Lionel, tu penses qu'il n'existe pas de culture supérieure à une autre? Il faut être clair. Une culture, dire qu'il existe une culture supérieure à une autre revient à être déculturé. Je vais être père de mon terme, déculturé. Oui. Pourquoi? Parce que cela reviendrait à dire que l'autre culture nous est inférieure. Or, c'est pas ça le bon, pour reprendre votre terme, c'est pas ça le bon culture. Bon traditionnaliste. Le bon traditionnaliste, voilà. Ce n'est pas ça le bon traditionnaliste. Il faut être capable de dire, ma culture, elle est bonne. Mais vu que nous vivons dans un monde où nous avons obligation de nous ouvrir, qu'est-ce qu'il y a de bon chez autrui que je peux mettre dans la mienne? Moi, je vais vous prendre quelque chose d'assez simple. Je vais vous parler de la démocratie aujourd'hui que l'on attribue pour les philosophes à Socrate. Mais laissez-moi vous dire que Socrate, il a étudié en Égypte. Il a appris les principes de la démocratie en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. On parle là de l'Égypte nègre. On ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui, on parle de l'Égypte nègre. Il a appris tout ça en Égypte. Il est allé appliquer cela un peu plus tard chez lui. C'est pour vous dire que Socrate, il a été capable de comprendre que chez moi, nous étions en manque de ce principe même de démocratie. Par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je vais le copier chez autrui pour l'appliquer chez nous. Et il faudrait que l'Africain aujourd'hui soit capable de comprendre qu'en réalité, être développé, être, on va dire quoi, mondialisé ne veut pas dire calquer, copier sur autrui. Ça veut dire être capable de prendre du bon chez autrui et associer le bon qu'il y a chez nous. Mais dès lors qu'on oublie le bon qu'il y a chez nous pour calquer simplement ce qu'il y a chez autrui, alors on s'oublie. Je vais juste nous poser une question. Qui sommes-nous en réalité? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Toi, tu vas aller au Boris. Parce est-ce que tu vas aller dans le même sens que lui? Non, bon, plus ou moins. Je vais revenir sur quelques éléments. Vous avez posé la question de la supériorité de la culture. Et exactement. On a vu la conséquence du fait de dire que la culture européenne était la meilleure culture du monde. On a vu ce que ça a entraîné dans la mentalité européenne. Dans la mentalité européenne aujourd'hui, qui se dit sont supérieurs aux Noirs. Donc ça veut dire pas que le Noir est un être inférieur qu'on doit exploiter, qu'on doit mettre en esclavage. Et on a vu maintenant les conséquences aujourd'hui avec les mouvements aux États-Unis, le racisme en Afrique du Sud, l'apartheid plutôt, et le racisme aux États-Unis ainsi qu'en Europe. C'est parce que le blanc a développé durant des centaines d'années la supériorité de la culture européenne. C'est en oubliant que l'homme noir a une culture qui est aussi au même niveau que la culture européenne. Mais on a parlé des cités, la première université, l'université Tombouctou, on a eu les royaumes. L'Empire Songhai de Gao, l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, on va même aller plus loin. Il y avait de la monnaie, qui existait. Donc, on a vu en Afrique centrale, on a le royaume Congo qui était constitué de 23 provinces. Et donc, les provinces actuelles n'existent. Et le sud du Gabon faisait partie de ces provinces. On a la province de Luango et la province de Téké. Aujourd'hui, l'actuel Angola. Non, Luango, c'est au niveau de Tubanga, le sud du Gabon. Le sud du Gabon. Dans le sud du Gabon, Franceville, tout le sud du Gabon se trouvait dans le royaume Congo. Ouais. Et on voyait que c'était de l'architecture, il y avait de l'administration. Il y avait de l'administration qui existait. Maintenant, quand les Européens sont vus, c'est la malhonnêteté. Ils n'ont pas pu reconnaître que
les Européens étaient organisés. Quand ils ont découvert les côtes africaines en 471, 472, dans ces périodes. Mais maintenant, ils ont faussé la donne. Maintenant, ils sont partis raconter à ceux qui sont restés au continent que ceux qui ont vu là-bas, ils n'ont rien. C'est des sauvages. C'est des sauvages. Or, c'était absolument faux. D'où on a développé cette logique pour dire que la culture noire, la culture africaine n'était pas développée. On va aller plus loin à Carthage. Carthage, là où se trouve aujourd'hui le Maroc, la Tunisie, la Libye, c'était une province romaine. Quand on parle de la romanisation, quand Rome s'installe à Carthage, il trouve la civilisation berbère organisée. Avec des us et coutumes bien établis. Wow. Aujourd'hui, on va nous dire que non, l'Afrique n'a rien. Et comment aller dans la mondialisation aujourd'hui? Si on reprend le cas du Gabon, on va aller dans la mondialisation avec nos valeurs, nos us et nos coutumes que nous devons imposer aux autres. Il y a une vidéo qui circule un peu sur le net où une petite blanche parle fort. Moi, ça me fait... Oui, il y a même une autre vidéo. J'ai vu une petite qui reprenait une chanson des cantines. À un moment donné, on se dit finalement qui est plus gabonais que qui? Sont-ce les autres qui sont plus gabonais que les Gabonais ou les Gabonais qui doivent être plus gabonais? On doit être plus gabonais que peut-être les Gabonais refusent d'être gabonais aussi. Quand je reviens, en revenant peut-être chez Mélanie, qui est une, je le disais la semaine dernière, une mordue des séries télévisées. Mais alors, quand on est mordu des séries télévisées, comme tu l'es, bon, c'est vrai que c'est pas dans un mauvais sens. Comment est-ce qu'on peut arriver donc à aimer sa culture si on apprivoise même celle des autres comme ça, au point où rejeter Congossa pour prendre la femme de nos mariés, ou bien je sais pas. Vous êtes même abonné, la femme d'à côté. Non, mais la femme de nos mariés. C'est sénégalais, tout à fait. Oui, voilà. C'est sénégalais. Ça peut passer. Tu penses que la culture africaine peut être sauvegardée comment? Si aujourd'hui nous-mêmes on ne la valorise pas. Mais si elle peut être sauvegardée tout simplement de façon structurelle. Aujourd'hui, on se rend compte que la structure, moi quand je parle de structure, je parle des œuvres, de la télé, tous ces traditions orales, tout ce qui tourne autour, voilà, peut être conservé. Aujourd'hui, les écrits appartiennent plus, on peut dire, à l'Occident. Ouais. Donc, aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple sur le peuple Ekan. Si tu demandes, j'ai besoin d'une œuvre sur les peuples Ekan, étant par exemple à Paris ou aux États-Unis, c'est très difficile. On va te compter du vête. On va te raconter juste du vête, voilà, le peuple fan a fait ceci, a fait cela. On ne pourra pas te sortir ce que toi, tu voudras. Donc, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux aussi. Non, c'est ça que je dis. Quand je dis, tu fais l'histoire. Mais il faut aller au village. Parce qu'il y a des historiens ici, auprès de qui on peut se référer si on a besoin d'œuvres. Celui qui aux États-Unis ne peut pas aller au village. Celui qui aux États-Unis. Mais il revient à la source, il revient au Gabon. Si je peux me permettre, c'est même plutôt celui qui est aux États-Unis qui est beaucoup plus proche de la vraie civilisation et quand que celui qui est au Gabon ici. Mais oui, tout simplement, allez-y au musée de Louvre à Paris. Allez-y au musée de Louvre. Vous serez très surpris. Il y a même des choses que nous-mêmes, nous n'avons jamais vues. Qu'on n'imagine même pas que ça existe. Qu'on n'imagine même pas que ça existe. Et qu'on retrouve là-bas, madame. En 15 secondes. Juste pour aller dans le même sens. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Africain n'a rien pour lui. Qu'on ne peut rien apporter à l'Occident ou à tout ce qui va avec. Moi, je dis simplement que c'est, pour moi, je vais être encore une fois de plus perdre mes propos. Ouais. Je les assume clairement. Oui, je les assume clairement. Je me désengage. Hein? Et moi, je m'engage. Je me dis qu'on nous a vendu l'image d'un Africain incapable, alors qu'on a pris à l'Africain tout ce qu'il avait de capable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend de l'Afrique en Occident? Qu'est-ce qu'on vend de l'Afrique dans des grands musées occidentaux? C'est quoi? C'est la réelle capacité de l'Africain. Alors qu'on fait croire à l'Africain qu'il est condamné à subir et condamné à prendre. Il faudra que nous, Africains, on soit capables de se dire que nous avons plus à apporter parce que la société telle qu'elle est bâtie de nos jours, elle est calquée de la nôtre, de notre société ancienne. Il faudra que l'on le comprenne dès le départ. La société, je parle de mondialement, la société actuelle, elle est bâtie sur la nôtre. C'est-à-dire un chef et des subalternes. Un chef qui a pour intérêt suprême l'intérêt de son peuple. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Alors que la démocratie,
Elle s'appelait peut-être autrement chez nous, mais elle existait déjà. Elle existait déjà avant. Chacun a sa place. Le temps est d'abord donné, vraiment. C'est très houleux ici, chers téléspectateurs. Vous pouvez aussi interagir dans la seconde partie. Je vais me faire le plaisir de lire vos préoccupations, vos messages, mais aussi peut-être vos questions. Pourquoi pas à ceux qui sont invités sur le plateau, mais aussi surtout à nos consultants. On va donc prendre une légère pause parce qu'on dit trop parler ces maladies, parce que là, le temps monte déjà un peu trop. On va prendre une légère pause pour la première rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Comme ça, au moins, peut-être, ça va nous permettre de repartir sur de très bonnes bases. Tout de suite, première rubrique, Parlons peu, parlons bien-être. Et on se retrouve tout de suite après. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons bien-être. C'est la rubrique de Mélanie Warren. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes dans le cadre de ta rubrique Parlons peu, parlons bien-être? Nous sommes en période de confinement, Covid-19 est là. On a besoin de quelque chose qui puisse peut-être nous permettre, pourquoi pas, de relaxer, d'oublier un peu cette histoire-là qui nous sème la psychose partout, Corona-19, Covid-19. Covid-19. Alors, dans le cadre de la rubrique Parlons peu, parlons bien-être, nous allons vous donner une astuce, comment traiter les vergetures naturellement. Les vergetures? Ah, ça! Oui, attention, il n'y a pas que les femmes qui ont les vergetures. Je m'apprête à prendre des notes. Là, c'est plus les femmes. Alors, comment on pète les vergetures naturellement? Ça, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est une astuce tout simplement que vous pouvez faire à la maison, monsieur, mesdames. D'accord. Et alors, pour commencer, nous allons vous montrer en image. Si la régie est prête, voilà. Comment on pète les vergetures naturellement? Oui, tu peux dérouler le temps que les images arrivent. Ouais. Alors, vous allez prendre du beurre de karité. Beurre de karité. Et ensuite, de l'huile de coco. Non, l'huile de coco, je pense. L'huile de coco, hein? Non, tu penses pas, c'est l'huile de coco. Coconut, voilà, c'est ça, l'huile de coco. Voilà. L'huile de coco, voilà. L'huile de coco. D'accord. Qui est très bon pour la peau, hein? La peau, voilà. Et ensuite, du beurre de karité. Beurre de karité. Et du beurre de coco, hein? Aussi. D'accord. Bon, on va trouver le beurre de coco. Non, mais tout ça se trouve. Il faut chercher juste, ça se trouve. Et puis après, donc voilà. Le beurre de karité. D'accord. Et ensuite, les produits africains. Le beurre de coco, oui, tout c'est bio. Tout c'est bio, fait maison. D'accord. Voilà. Et ensuite, un Vic que vous allez mélanger. Comme vous allez voir, le Vic vaporub. D'accord. Donc faire une espèce de pâte. Oui, faire une espèce de pâte. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'appliquer sur les parties vergeturées là. Bon, on fait comment? On fait le mélange ou bien? Oui, le mélange, vous voyez comment. Ah, c'est l'huile de quoi? Ça, bon, c'est de l'huile, on fait un mélange de tout ce qu'elle a. Ça, c'est le beurre de cacao. Ah, c'est l'huile de cuisine. Non, du beurre de cacao. Dissous au feu. D'accord. Haute température. Oui, donc tout ça mélangé, ça va faire une espèce de pâte qu'on va appliquer au niveau des vergetures. Vous prenez le beurre de cacao. D'accord. Et ensuite, l'huile de coco. Vous allez voir.
Donc faire un Et mélange. du VIC, faire du mélange. D'accord, donc un mélange qu'on va appliquer sur les parties à traiter. À traiter. D'accord. Et pour faire pousser les cheveux, c'est On la sait prochaine que- fois. On sait que les vergetures, Oui, on sait que les vergetures c'est sur la poitrine pour les femmes qui ont accouché, les mamans qui ont accouché. sur Et le surtout ventre, pas pour les hommes. sur les cuisses. Les hommes aussi en ont, hein, sont j'en ai bêtes vu. parce que c'est une maladie de sang. Parfois, elle est incurable. Hein, et ça fait des déchirures de part et d'autre. Alors, voilà, juste une petite astuce. C'est une maladie de sang. Avec du Vic. Avec du Vic, mélange. Donc tout ça c'est mélangé et puis on fait une espèce de Si je n'ai pas le Vic, de je peux pas. pommade. Si je n'ai pas le Vic, je Oui, peux pas le mais- relax. Oui, le relax, oui, tu as raison, le relax. Hein. Donc quand on dit Vic, ça c'est comme une espèce de mentolantum. Hein. Oui. Donc Oui. on mélange, Pour voilà. Donc, pouvoir chauffer. Tous les la- produits mentholés, là. Voilà. C'est que la grand-mère utilisait avant. en tout cas. En tout cas, tout ce qui est mentholé, on en sait quelque chose. Pour Hein. soigner les Et vergetures. vous utilisez chaque jour autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'huile de coco que la dame met. Oui. D'accord. Super, vraiment super astuce qui est très très intéressante et je crois que beaucoup qui nous suivez, vous qui nous suivez en ce moment, ça peut aider quand même à sauver, bon peut-être pas des vies, on n'en a pas encore arrivé là, mais ça peut aider quand même à sauver des vergetures. à sauver des vergetures. Voilà. J'ai à sauver des hommes et des femmes et des jeunes filles aussi et des jeunes garçons qui souffrent de vergetures Des parce que c'est vergetures. vraiment une maladie. Tu sais comment j'ai ça? D'accord. Le temps nous le dira. Ah, le temps nous le dira. D'accord, Oh, super la main. ambiance. Donc c'était là donc la rubrique de Mélanie Warren, Parlons peu, parlons bien-être. Cette rubrique donc qui nous amène tout de suite droit vers la fin de cette première partie. On va donc prendre une légère pause et revenir dans la seconde partie. Et c'est dans cette partie que vous allez devoir envoyer vos messages, vos suggestions, vos commentaires, poser vos questions à ceux qui sont invités sur le plateau, mais aussi à nos chroniqueurs. On va devoir y répondre du mieux qu'on pourra. Du mieux qu'on pourra. Voilà. Tout de suite, c'est maintenant première partie, fin et début deuxième partie. On prend la question et on revient tout de suite après. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons bien-être, parlons peu, parlons actu. C'est la deuxième partie donc de ce programme que vous suivez. C'est le 10e numéro aujourd'hui de ce programme que vous avez déjà explicité, que vous êtes nombreux déjà à suivre. Je vais comme ça, le temps de lancer la rubrique de la seconde partie, faire un coucou particulier à nos téléspectateurs qui sont déjà fidèles. Une qui nous suit particulièrement du côté de lui, depuis son bureau, Madame Inès Dalias Mangou, qui est une téléspectatrice fidèle de ce programme, qui l'a déjà adopté. Et grâce à nous ou à cause de nous, elle s'est fait... elle a acquis un nouveau décodeur d'un autre opérateur, un camion opérateur, juste parce qu'elle veut le citer. Voilà. Donc, merci Madame Inès de nous faire confiance et de suivre notre programme. Je dirais merci comme ça, Monsieur Elangema Roger au PK6, c'est chez moi, dont la femme Edwige Angezemo, alias Nana, fêtait hier 1 an de plus. C'est vrai, on lui dit ça un jour plus tard. Monsieur Roméo Aura, alias Musclor, qui nous suit depuis la droite, c'est un de nos fidèles téléspectateurs. Monsieur Henri Ngwatoa, du côté de Akebeville, c'est la famille Kota qui nous suit depuis le début de ce programme. Et sans oublier Monsieur Curtis, qui est directeur marketing et commercial de Satcom, l'opérateur donc qui héberge notre chaîne sur leur
satellite, enfin je dirais sur leur bouquet, voilà. Et on termine avec monsieur Anthony Salas qui est le directeur marketing et commercial de ceux qui font les yaourts là, c'est qui là? Sigali. Voilà. Parlons peu, parlons vrai. On passe maintenant à la deuxième partie avec la première rubrique de la deuxième partie, bien sûr. Parlons peu, parlons actu avec Lionel Elio, tout de suite après le jingle. Alors, parlons peu, parlons actu, Lionel Elio, salut. Salut. One more time. Alors maintenant, c'est quoi l'actu? C'est quoi les bails, comme on dit? On va se dire les bains. On va se dire les bains. Si on se dire les bains, on a retenu 5 actualités. Voilà, waouh, elle est vraiment dense l'actualité aujourd'hui. Effectivement, parce qu'il faudrait peut-être y aller au pas de course aussi. Le monde a repris à tourner, voilà, comme à l'accoutumée. Voilà, on va commencer par la situation épidémiologique de notre pays. Voilà, on va dire nous sommes en ce moment à 5087 cas testés positifs. 5087 cas. Pour ce qui concerne la Covid-19, voilà, c'est une hausse de 131 cas. Exactement. Et nous sommes fort malheureusement à 40 décès. 40 décès pour être exact, 40 décès, donc plus un décès. Pour ce qui concerne la situation épidémiologique de notre pays. 39 plus 1. Ça fait 40. D'accord. Exactement. Ça, c'est pour ce qu'il y a évidemment de la situation épidémiologique de notre pays. Deuxièmement, nous allons parler de quelque chose qui a fait jaser, qui a fait beaucoup d'encre, de salive ainsi que de méga optés. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup réagi au travers de l'internet. Il s'agit de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Voilà. Donc il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'un projet de loi présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, portant sur la modification ou, encore pour dire vrai, le retrait de l'alinéa 5 de l'article de la loi numéro 042/2018 du 15 juillet 2019 portant code pénal en République gabonaise, à savoir statuant sur la pénalisation de l'homosexualité au Gabon. Il faut dire qu'en réalité, l'homosexualité au Gabon est considéré jusqu'à maintenant comme un délit pénal passible d'une peine de prison de voilà, suivi d'une amende de 5 ans, suivi d'une amende de 5 millions de francs CFA, voilà. Ouais. Donc, en réalité, c'est cela. Mais le Premier ministre est en ce moment porteur d'une loi, voilà, qu'il veut faire adopter par le Parlement de la République gabonaise, portant sur le retrait de cet alinéa. Exactement, on parle de cette alinéa, on ne parle pas de cette loi, mais de l'alinéa portant sur la pénalisation de l'homosexualité au Gabon. Le Premier ministre s'est forcément rendu auprès de la première chambre du Parlement. Il s'agit là de l'Assemblée nationale, laquelle a voté. Voilà, laquelle a voté. Elle a voté à hauteur de 48 voix favorables à cette loi et 24 voix contre. Alors là, on peut se dire, ben, c'est la majorité. Mais non, c'est pas la majorité. Dès lors où il y a eu 25 abstentions. Or, la loi sur l'adoption des voix à l'Assemblée nationale, elle est très claire. Il faudra que la loi ait été votée par la majorité absolue. Comme on arrive à la majorité absolue, on fait le nombre de députés divisé par 2 plus 1. Donc, les 25 députés qui se sont abstenus de voter, eh bien aujourd'hui, il constitue un peu, on va dire quoi, le garde-fou de cette loi. Comme le Parlement gabonais n'est pas constitué que d'une seule chambre, le Premier ministre s'est également rendu auprès du Sénat. Alors là, lorsqu'il a défendu son projet de loi, les sénateurs se sont sentis un peu frustrés parce que dans tout le plaidoyer du Premier ministre, il n'a aucunement fait mention du retrait de l'article 5 de la loi 42/2018. Résultat, les sénateurs lui ont clairement demandé de s'expliquer, on va dire quoi, d'apporter des précisions sur son désir de retrait de cette loi. Alors là, ils lui ont donné rendez-vous pour demain pour plus ample d'explications. Mais pour être un peu plus exact, il faut dire que pour le compte des députés, cette loi, on va dire quoi, est assez mitigée. Et on va dire qu'il faut être vrai, elle passe réellement pas parce qu'il y a des députés qui se sont
clairement prononcé. C'est le cas de M. Awassi, député de la majorité présidentielle, qui s'est clairement prononcé en disant ceci. Il a clairement dit que notre pays n'est pas prêt à se prononcer sur cette avancée. Nous avons des questions existentielles qu'il faudra régler dans notre pays. On pense là à l'électricité, on pense là à ce qu'il faut mettre dans nos assiettes. On pense là à la Covid-19. Donc, pour lui, il estime que notre pays a des questions existentielles à régler. Donc, avant de parler. Il y a mieux à faire que de parler de s'arrimer. Des sottises. Pour reprendre ces expressions, pour notre pays a mieux à faire que de faire plaisir à certains autres pays. Voilà. Il veut faire allusion à quoi là? Chacun lui pourrait penser ce qu'il veut. On va penser à un autre, également un autre député de la majorité présidentielle. Il s'agit d'un ancien ministre, Blaise Louembe. D'accord. Voilà. Blaise Louembe qui a été clair, qui a dit que par respect à nos us et coutumes, nous ne sommes pas prêt à faire avancer notre mentalité dans ce sens. Donc, s'il faut être clair, pour ce qui concerne c'est le retrait de cet article, que ce soit les députés qui se sont déjà prononcés ou encore les internautes gabonais qui ont réagi énormément, ils sont unanimes sur ça. On a d'autres priorités pour le moment, à savoir l'éducation, la santé et tout ce qui va avec, que de parler d'autres choses. Alors, maintenant, on a d'autres chats à fouetter. Les prochains chats, c'est lesquels? Eh bien, les prochains chats, ils vont en Russie. Voilà. En Russie. Avec Vladimir Poutine. Quand on me dit Russie, je pense à Vladimir Poutine. Voilà. L'ancien patron du KGB, aujourd'hui président de la République, qui est en train de faire son dernier mandat. Eh bien, lui, constitutionnellement, il est en train de faire adopter certaines, on va dire quoi, certaines modifications constitutionnelles qui font un peu jaser du côté de l'Hexagone. Ouais. Parce que dans ces modifications constitutionnelles, on parle par exemple de la restructuration du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, de l'éducation et de la culture. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment la place de Dieu ou de la religion dans cette constitution. Et bien, pour Vladimir Poutine, dans cette nouvelle constitution, Dieu doit occuper une place importante. Chaque Russe devrait avoir une foi en un unique Dieu. Donc on comprend que pour les chrétiens et les musulmans, on se dit, ouais, ça y est, parce que pour des religions monothéistes, on se dit, on peut aller en Russie sans problème. Ouais. Et encore plus loin, cette constitution va statuer sur le mariage uniquement entre hommes et femmes. Bah c'est pas plus. Donc voilà. Pourquoi tu insistes plus sur tout ça? Quatrièmement, on va aller là en image. C'est une exclusivité que nous avons. Il s'agit d'une grève au sein de l'école normale supérieure au Gabon. Oh non, pas maintenant. Eh ben oui, maintenant. Mais il y a quelques jours, on a dit que l'école reprenait, mais est-ce qu'on a dit que c'est les grèves qui reprenaient? Eh bien, à l'ENS, ils en ont profité pour une grève. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de la revendication des bourses impayées depuis plus d'une année pour certains. Non. Eh bien si, plus d'une année pour certains. Également pour certains étudiants aimeraient avoir normalement une situation claire, parce qu'il y a certains qui aimeraient aller sur le cycle, on va dire quoi, qui aimerait être enseignant de lycée, mais qui ont été obligés de s'arrêter pour être enseignant de collège. Vous pouvez remarquer sur les images, il y a eu des pneus brûlés, il y a eu un feu au portail, et les étudiants de l'ENS sont considérablement mécontents. On va terminer aujourd'hui par une note triste. Si je vous dis 17 ans, aujourd'hui, 17 ans de quoi? Marc-Vivien Fouet. Exactement. Oh. Il y a 17 ans aujourd'hui, un très bon milieu récupérateur de nationalité camerounaise, Dossard 17, le plus célèbre Dossard 17 de l'Afrique centrale d'ailleurs, Marc-Vivien Fouet, ancien sociétaire du Stade Rennais de Manchester City, de l'Aston Villa, de Lens, l'Olympique Lyonnais, du Canon de Yaoundé. Également, on a tendance à l'oublier, du Canon de Yaoundé. Marc-Vivien Fouet tirait sa révérence sur le Stade de France. Il s'agissait là d'un match qui opposait les Lions indomptables du Cameroun à la formation de Colombie pour le compte de la Coupe des Confédérations. Pour le compte de cette rencontre, Marc-Vivien Fouet, fort malheureusement, a tiré sa révérence suite à un arrêt cardiaque. Voilà pour ce qui concernait l'actu de notre jour. Ok, d'accord. Donc tu vas t'arrêter là pour ne pas avoir un arrêt cardiaque aussi. Eh ben oui. Donc on va reprendre. Vous avez vu, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà envoyer vos messages parce qu'on va les lire dans quelques instants. Monsieur Dorian, Herschel, il est là, il nous a rejoint, il a remplacé Mélanie Warren qui a terminé sa rubrique. Mais on va repartir avec monsieur Venant. Pourquoi nos traditions ne résistent-elles pas suffisamment à l'épreuve de cette mondialisation aujourd'hui, selon vous?
Bon, je pense que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a ce que j'appelle chez nous le trauma historique. Vous comprenez? Le trauma historique a fait en sorte que le noir, n'est-ce pas, ne soit plus authentique comme avant. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce qu'il a été traumatisé pendant tous ces temps. Cela a couché trois types d'individus dans le territoire ou encore chez l'espèce, à l'époque, comme on les appelait les nègres, dans l'espèce nègre. Restituons les faits dans les temps. Donc, ces trois personnes sont... Il y a d'abord ce que j'appelle les assimilatrices, vous comprenez? On va arriver pourquoi on n'arrive pas à progresser comme les autres, on va arriver. Donc les assimilatrices, c'est ceux-là qui se décapent la peau. Kwanzaa. Ils veulent rassembler au blanc. Qui mettent des cheveux qui n'ont rien à voir. Ils ne parlent plus leur langue. FC Kwanzaa. Ils préfèrent parler la langue de Tui. Une belle équipe, FC Kwanzaa. Donc ils ne parlent plus leur langue. Ouais. Ils préfèrent parler la langue de Tui d'autrui. et insulter sa propre langue. Et c'est insulter, on appelle ça l'autophobie. Ça veut dire qu'ils se refusent complètement. Ça, c'est la première catégorie. Donc, il n'a rien à voir avec l'Afrique, avec le chat, avec le chien, avec la forêt, avec la rivière. Ce type de personnes dont parlait France Fanon. On appelle ça les assimilatrices. En fait, mais ils sont refusés de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, c'est des choses on peut prendre par exemple le cas des Messi. Tu n'es pas en Afrique. On peut prendre le cas de Michael Jackson pour être plus célèbre. Il était noir, Michael Jackson. Oui. Vous le savez. Oui. Noir devenu blanc. Sociologiquement, ils sont définis comme des individus asocialisés. Ils n'appartiennent Après, il est devenu, à une comme vous le voyez, à une autre. Donc voilà, donc en fait, chez nous, dans notre milieu africain, on les appelle les chauves-souris. Oui. Il est ni oiseau, ni animal. Ça, c'est la assimilatrice. Après, il y a également ce que j'ai appelé les égalitaristes. Égalitaristes, ça veut dire quoi? Ce sont nos professeurs d'université, nos intellectuels. C'est pourquoi le système éducatif n'avance pas. Parce qu'il a le doctorat. Il ne peut plus parler sa langue. Exactement. Je suis allé à l'université, je me permets de dire le nom, hein, c'est pas un problème puisque il faut dire le nom. Je me suis permis d'aller à l'université Omar Bongo il y a cela 1 an. Invité par un colloque, n'est-ce pas, des professeurs pour la question de langue. Et j'ai posé une question au chef de département. Je lui ai dit, j'aurais appris, puisque moi je ne suis pas passé là-bas, je suis scientifique de formation. Je ne suis pas passé par là. Est-ce que vous avez un département linguistique? Ah oui, on a un département linguistique, c'est pourquoi? D'accord. Mais vous enseignez quelle langue gabonaise dans votre département? Aucune. C'est même cette année que nous avons ajouté du yin-yang. Du yin-yang, c'est ce que vous appelez le mandarin. Le chinois. Ça, c'est un département. Donc, vous comprenez que... C'est un institut même au sein de l'université Omar Bongo. L'Institut Confucius qui enseigne le mandarin. Ils enseignent que le swahili. Et un peu le lingala dans les autres langues. Oui, en fait, donc, moi je dis, il n'y a aucune langue qu'on enseigne dans ce département. Oui, j'ai fouillé, moi je suis allé fouiller, vous comprenez? On parle des langues, mais aucune n'est enseignée. À l'université. Aucune n'est enseignée à l'université. Je vous dis, aucune n'est enseignée à l'université. On parle des langues. On dira, oui, le fang est une langue gabonaise, il y a des accents, le pounou est une langue gabonaise, mais concrètement, allez-y dans les écoles. Qu'en est-il? Mon fils, il est aux 4 ans, il est aux 6 ans aujourd'hui, mais il parle anglais. C'est ça qu'on appelle enseigner une langue. Il parle déjà anglais avec moi à la maison. Donc, on lui apprend la langue déjà. Donc, c'est ce genre-là, n'est-ce pas, qui bloque notre système. Et la troisième personne. Et c'est les mêmes personnes qui sont au sommet de notre administration. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils se sentent plus occidental qu'africain. Ils préfèrent épouser, entre griffes, le code noir. Ça veut dire les lois martiales de l'Occident pour imposer à ses semblables. Ce sont ces gens qui dirigent ce que vous appelez le néocolonialisme. En fait, on va en parler tout à l'heure. Le néocolonialisme aujourd'hui, le blanc n'est plus obligé de venir te faire pression. Il a envoyé ces éléments, ce que j'appelle les égalitaristes. Il les envoie, c'est maintenant eux qui font le contrôle derrière nous. Le message. Donc, bon, voilà. Maintenant, on va arriver... à la dernière catégorie que j'appelle les séparatistes. C'est très intéressant. Ça. Les séparatistes, c'est moi. Moi, je suis un séparatiste. Je dis, si l'homme, ou bien si la Terre est arrivée à expansion comme aujourd'hui, où on retrouve les drones, on retrouve du beurre, du chocolat, c'est grâce au savon nègre. Même pendant qu'il était, n'est-ce pas, en autarcie en Amérique, la maman africaine donnait du lait. À son enfant. Même pas à son enfant, je vais encore te surprendre. Elle donnait le lait à l'enfant de son bro. Elle allaitait l'enfant de son bro. Oui. Elle allaitait sa maîtresse. Puisqu'elle a 2 seins,
Elle donne le lait à son enfant, elle donne le lait à l'autre enfant. Sans bourreau. Sans bourreau. Donc, la maman africaine a tout donné à l'humanité. On n'a plus rien à prouver. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent panafricanisme. Je ne dis pas qu'il faut rester typiquement africain. Je dis qu'il faut que le noir se sente, n'est-ce pas, touché lorsque un homme, quelle que soit sa couleur dans le monde entier, est touché. Vous comprenez? Ça n'a plus rien à voir avec Fampounou. À chaque fois que je suis au Gabon, ça me dérange un peu. Quand tu veux parler, on dit parce que tu es Fam, parce que tu es Pounou. Ça, on ne parle pas ça dans le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est ce courant-là, n'est-ce pas, qui te permet de manger africain, de parler africain, de penser africain. Lorsque un homme, de vivre africain, c'est ça. Lorsque un homme, quelle que soit sa couleur, est traumatisé dans le monde, sous forme d'injustice, n'est-ce pas, tu dois te sentir concerné. Indigné. Lorsque un pays, avec autant de richesses, n'est-ce pas, qu'il produit, demeure pauvre, tu dois te sentir indigné. Lorsque les gens qui ont raison, sont mis dans les prisons, n'est-ce pas, tu dois te sentir indigné. Lorsque une maladie arrive, tu proposes une solution pour l'éradiquer. Le bourreau qui est en face de toi ne t'écoute pas, il préfère attendre ce qui reviendra de l'extérieur, même à coût des millions, tu dois te sentir indigné. C'est ça, un séparatiste. Vous comprenez? Et lorsque nous allons nous asseoir autour d'une table avec ces trois personnalités, en ce moment-là, nous pouvons parler, n'est-ce pas, de la renaissance proprement africaine. Qu'est-ce que l'Afrique porte, ou bien qu'est-ce que l'Afrique amène, n'est-ce pas, au rendez-vous des grandes nations, avec des leaders mondiaux. Et je vous dis d'abord une chose, aucun pays au monde ne s'est développé avec une culture étrangère. Vous allez en Russie, vous serez perdu avec le système scolaire, le système éducatif. Exactement. Vous allez en Chine, vous serez tellement perdu. Alors là, je vous conseille pas d'aller en Norvège. N'allez même pas en Norvège. Tu es en Norvège. Eh bien, pour connaître le système éducatif norvégien, on est perdu, on a envie de dire, on ne fait pas l'école. Nous devons, la société est là, nous devons repenser notre société à partir de notre culture. À partir de notre culture. Monsieur Placide, moi je vais vous relancer avec cette question. On dit, ce n'est ni la couleur de la peau, ni son origine, ni sa race qui font la valeur d'un individu. C'est avant tout son intelligence et sa culture. C'est Samuel Ferdinand Loeb qui le disait. Est-ce que vous êtes de cet avis? Tout à fait. Tout à fait. J'étais en train de dire au préalable que la connaissance est au centre des traditions. Tradition africaine, peau noire, masque blanc. Masque blanc, oui. Pourquoi oui? Je disais tantôt qu'il faut le traditionnaliste outillé. Outillé. Quand vous avez des bases, quand vous savez où vous allez, vous pouvez même embrasser la culture de l'autre, mais avec des limites. Les limites sont des digues que vous rapportez de chez vous. À partir de là, vous êtes à l'aise, partout, dans toutes les cultures. Mais je vais expliquer ce que moi j'entends par ici, un masque blanc. Une tradition étrangère face à un traditionnaliste bien déterminé est un masque blanc. Pour ceux qui ont été, nous avons tous été à l'école, je vais dire pour ceux qui ont fait le dessin d'art, le blanc n'est pas une couleur, c'est une valeur. Oui, tout comme le noir. Alors, lorsque vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous, j'allais dire, une valeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous devriez normalement montrer du respect. Celui qui respecte sa culture, sa tradition, respecte la tradition d'autrui. On ne peut pas minimiser la tradition d'autrui et dire qu'on est traditionnaliste. C'est impossible. C'est la première des valeurs qu'on vous enseigne dans votre tradition. OK? Donc, le masque blanc ici, c'est une valeur. Vous avez en face de vous l'inconnu, sur le plan traditionnel. Alors, vous vous asseyez, vous regardez. C'est pour cela, chez nous, les femmes, on dit, quand vous arrivez dans un village étranger, et vous trouvez des gens en train de danser, ne dansez pas, regardez. Et comme ça, vous saurez quel genre de pas il faut pour cette danse. À partir de là, vous pouvez vous imprégner et vous serez accepté. Parlons un peu de la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie normalement? On dit sur le plan intellectuel que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, etc. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, oui. Mais
La démocratie était déjà chez nous. Quand on voit un chef, quelqu'un qui avait 5, 6, 7, 8 femmes, c'est une forme de démocratie. La polygamie est une démocratie. Parce que vous êtes issus d'une même origine. À partir de cette source, vous vous multipliez, pas seulement en nombre, en réflexion, même spirituellement. Parce que les enfants qui sont issus d'une même mère ont des enseignements de cette mère-là. Ils ont également un enseignement commun qui est celui du père. Ok? Le père, c'est l'État. Les mamans sont des partis politiques. Et les enfants sont ceux-là qui animent ces partis politiques-là. Ce sont des militants. Alors, donc, oui, je vais finir par là. Oui. J'aime pas ce mot, le nègre, le noir. Le noir, bien par contre, hein. Le noir, il est bien outillé. Il est même prêt à affronter le monde extérieur. Donc, je reviens sur la mondialisation. Il est tout à fait prêt. Mais seulement, il a perdu des valeurs. Lorsqu'ils sont arrivés, on était riches, mais on n'avait pas la même valeur de richesse. Exactement. Qu'est-ce qui était notre richesse et quelle était leur richesse à eux? C'est ça la question. On avait tout. Donc, je vais revenir sur la réflexion de Venant où il disait que la question à poser c'est est-ce que la démocratie, est-ce que la mondialisation est prête à nous accepter? Est-ce qu'elle peut nous supporter? C'est ça. Le noir a tout ce qu'il faut. Il en a même plus. Parce que c'est un être authentique. Le noir a tout ce qu'il faut. Il en a même plus qu'il n'en faut. Alors, Dorian, est-ce que tu penses que nos traditions existent encore aujourd'hui dans leur authenticité? Toi qui as pris mission en cours, parce que les embouteillages et autres, est-ce que le noir aujourd'hui, la tradition africaine, est encore dans son authenticité avec tout ce qu'il y a comme mondialisation, tout ce qu'il y a comme globalisation aujourd'hui? Voilà. Alors, il faut dire déjà, je me permets d'abord, d'entrée des jeux, de saluer tout le plateau, tout particulièrement M. Venant et M. Placide. Et t'excuser auprès de nos téléspectateurs pour le retard accusé. Voilà pourquoi de nos téléspectateurs pour le retard accusé. Bon, ce sont des contraintes un peu de la réalité du moment liées à la Covid-19, comme tu l'as rappelé, d'entrée du jeu. Alors, pour répondre à ta question, je vais d'abord, si tu me permets, Mitterrand, embrayer un peu dans le sens de M. Venant, qui tout à l'heure parlait de traumatisme. Ça peut paraître anodin, mais il a touché là, je pense très personnellement, à ce qui fait véritablement mal aujourd'hui. Donc ce qui peut être présenté comme étant la crise de l'identité culturelle de l'homme africain. C'est le noyau. C'est le noyau même, voilà, comme le disait, voilà. Mais de tout temps, et c'est le président, je ne suis peut-être pas le partisan, mais je le cite parce que cette phrase venant de lui m'a parlé à plus d'un titre. C'est le président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, qui disait que le peuple noir en général et le peuple africain en particulier a celui qui aura plus que tout autre peuple dans l'histoire subi les affres de l'humiliation, la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, de la traite négrière à la colonisation. Autant de facteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont véritablement aliéné, non pas même d'abord de façon extérieure, ce qui peut être présenté comme élément culturel, mais son âme humaine. Parce que lorsque l'Occidentaux, et beaucoup ici sur le plateau l'ont relevé, lorsque les Occidentaux mettent pied ou prennent pied en Afrique, ils trouvent effectivement des peuples, pas un peuple. Parce que l'Afrique étant constituée d'une multitude de cultures, ce qui fait d'ailleurs sa grande richesse. Lorsque l'Occident prend pied en Afrique, elle trouve effectivement elle trouve une société avancée, bien organisée, structurée. Il fallait alors tuer cette avancée qui était une avancée mondiale, dans la mesure où
je ne sais pas, c'est M. Placide ou Boris qui l'a relevé, le fait que ceux qui sont présentés en Occident comme étant des philosophes de lumière ont finalement pris leur connaissance en Afrique. Ils sont venus se ressourcer en Afrique. Socrate se sont instruits auprès de l'Égypte nègre, comme l'a bien martelé Lionel. Ceci pour dire que face à cette avancée-là, il était difficile pour l'homme occidental de s'imposer sans avoir la malice d'abord de tuer notre âme. Faire croire à l'Africain qu'il n'est rien. Faire croire à l'Africain qu'il est rustique. Faire croire à l'Africain qu'il est sauvage. Il fallait d'abord nous amener à douter de nous-mêmes pour facilement nous aliéner. Parce que ça a été, la colonisation a été de l'aliénation. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est finalement que le corollaire direct de tous les mots que j'ai énumérés plus haut. D'accord, tout de suite. Lionel, peut-être pour revenir sur ce qu'il a dit, mais je vais enrichir une autre question. Est-ce que doit-on faire, selon vous, évoluer nos traditions aujourd'hui? Moi, je vais simplement reprendre cette citation d'une personne que j'aime bien. C'est Jomo Kenyatta, voilà, Jomo Kenyatta, ancien président du Kenya, qui avait dit ceci, que lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts, nous on avait la Bible et eux la terre. Comme quoi, j'ai rien à dire, j'ai rien contre les religions. Je suis moi-même religieux. Je ne vais pas citer laquelle exactement ici, mais je suis moi-même religieux. Voilà, je suis religieux, s'il faut le dire. Mais en réalité, pour dire quoi? Aujourd'hui, les populations occidentales se sont servies de cette belle chose qu'est la religion pour endoctriner l'Africain. Ils ont utilisé la religion, laquelle, je précise, a pour vocation d'aider l'homme à trouver sa voie, pour aider le noir à se perdre. Pour revenir à ta question, laquelle jadis... Doit-on faire évoluer nos traditions? Est-ce que tu penses que les traditions doivent... Pour moi, c'est assez clair. Est-ce qu'il faut faire évoluer nos traditions? Je pourrais répondre par une autre question. Est-ce que parce qu'on a, je sais pas, est-ce que parce qu'on a une Carina 2, on ne peut pas avoir une Ferrari Mustang? Je pense pas. Il faut évoluer, il faut se conformer à notre réalité. Je pense que la tradition africaine a longtemps été passive. Il faudrait que cette tradition-là devienne active et qu'elle soit capable de s'imposer, pas que de chercher à apporter. On a longtemps cherché à apporter sans jamais être écouté. Il faut savoir maintenant s'imposer et imposer au reste du monde ce que cette religion a, ce que cette tradition a, comme la Chine, comme l'Asie a pu imposer les arts martiaux, leur culture médicale au monde actuel. Aujourd'hui, un film sans... il faut le reprendre comme au quartier, sans Yaya, ça n'a pas de sens. Hein. Non, on ne va pas faire le Yaya ici. Alors, avant que Boris le prenne. Je veux simplement dire, et c'est M. Venant qui l'a martelé en disant que les traditions, par essence même, sont dynamiques. Les traditions sont dynamiques. Et moi, je parlerai d'un dynamisme endogène et d'un dynamisme exogène. Dynamisme endogène, c'est que même sans être en correspondance avec d'autres cultures, les codes évoluent en interne avec le temps, avec les mœurs. Tout à fait. Et le dynamisme exogène fait appel à nous, comme je l'ai, vous ne pouvez pas me répéter, à notre correspondance avec d'autres cultures. Ouais. Ce qu'elles peuvent nous apporter, est-ce que nous, en retour, pouvons leur apporter en retour. Il n'y a pas de tradition statique, il n'y a pas de tradition figée pour t'emprunter l'expression. D'accord. Boris, ouais. Je sais que tu perds des patiences là. Tu as envie de dire quelque chose, tu brûles vraiment d'envie de parler. Est-ce qu'on doit faire évoluer nos traditions, tu penses? Oui, je trouve que les traditions doivent évoluer et qu'on doit s'adapter à l'ère des temps. Avec ce que Dorian dit, il y a des causes, il y a des adaptations externes et internes. Et on le voit aussi, comme Vonan l'a si bien dit dès le départ, que le fond qui parle aujourd'hui, le Ntumu qui parle aujourd'hui, ce n'est plus le même que celui de son aïeux. Et ce qui veut dire que le fond que nous parlons aujourd'hui ne serait plus le même d'ici 2050, 2030. Il y aura maintenant des emprunts, des expressions. Et on le trouve aujourd'hui dans la langue, il y a des expressions allemandes, anglophones, françaises.
et parfois même d'autres dialectes communautaires, par exemple. Le ya aujourd'hui utilisé pour les femmes du Nord, quand on répond ya, c'est pas le ya français, c'est pas le ya français, c'est le ya allemand. Allemand. Voilà. Ya. Bis du Frank. Ya. Ich Quand t'appelles en allemand, tu dis ya. Présent, c'est ya. D'accord. Donc, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas moderniser nos cultures à la va-vite sans savoir d'où l'on part, sans savoir ce qu'on doit y mettre. C'est comme si tu avais un panier, à l'intérieur, tu dois enlever les fruits pourris et les fruits qui sont en bonne forme pour les manger. D'où aujourd'hui, la culture, c'est vraiment le socle de tout développement. Une nation ou un pays ne peut pas se développer avec des cultures exportées. Si on exporte, c'est qu'on a déjà mis en place nos propres structures qui nous permettent de se développer. D'accord. On parle de faire évoluer nos traditions. Il y a certaines choses qui nous sont proposées aujourd'hui, présentées, voire même imposées, venant d'ailleurs. Dans le cas d'espèce, il y a quelques jours, cette loi à laquelle Lionel a fait allusion la loi numéro 42 dans son actualité. Est-ce que vous pensez que, sous le prétexte de faire évoluer nos cultures, on devrait embrasser certaines choses qui ne nous sont peut-être pas propres à nos traditions? Bon, comme je l'ai souligné au début, les cultures sont dynamiques, hein. C'est comme des vagues en fait. Donc, il y a des moments où ça devient creux, des moments où ça monte. En fait, c'est ça la culture en fait. Maintenant, est-ce que nous devons tout embrasser? Je vous dis non, tout à fait. Nous ne sommes pas des poubelles. Hein. Il faut éviter ça. Nous ne sommes pas des poubelles. Dans nos écoles africaines, vous allez peut-être me demander où sont nos écoles africaines. Dans nos écoles africaines, nos écoles sont sous les arbres, vous comprenez? Nos écoles sont au bord du fleuve, au bord de la rivière. Notre assemblée générale, c'est le corps de garde, sous l'arbre à palabres. Donc, dans nos écoles, on nous enseigne à ne pas tout embraser. Parce que dans l'embrasement total, tu auras et des bonbons, et des chewing-gums, et des poisons. Vous comprenez? Il y a une loi en ce moment, je crois si elle a été votée ou pas votée. Pas encore. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je vous ai cité 3 types de personnes tout à l'heure. Nous sommes embêtés parce que dès lors que nous n'avons pas basculé la balance aux côtés des, comme je les ai dit, les séparatistes, nous aurons du mal à nous relever. Tant que nous sommes gouvernés, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, par ce que je vous ai appelé les égalitaristes, nous aurons franchement tous les maux du monde à nous relever. Il n'est pas question, n'est-ce pas, il n'est pas question de venir devant les gens, les peuples qui ont encore ce que j'appelle la volonté de puissance, l'estime de soi. Venir dire que nous allons légaliser, je peux citer le chien par son nom, l'homosexualité. Pourquoi tu dois légaliser l'homosexualité? Pourquoi tu dois légaliser? Je te pose une question tout bête. Moi, je suis un homme. À côté de moi, Dieu a fait la femme. Déjà qu'il y a un débat qui se pose aujourd'hui chez nous, les historiens, entre qui est né avant l'autre. Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'homme? Je vous dis ma réponse tout nette, hein. C'est la femme qui est d'abord née avant l'homme. Après, on en discutera si dans une autre émission. Je pourrais vous montrer les preuves scientifiques, les preuves théologiques, ça s'appelle la religion, et un peu les preuves sociales. Donc c'est la femme qui est d'abord née. La preuve en est que certaines religions que je n'ai pas citées disent qu'il y a une femme qui a mis au monde un enfant sans passer par les 4 murs. Vous comprenez ce que je vais dire par là? Donc c'est pour dire, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des lois qui ne doivent même pas, en fait, qui doivent même pas faire écho dans le peuple, qui ne doivent pas faire écho. Pourquoi? Parce que la pensée cartésienne de la cité, n'est-ce pas, n'est pas la pensée africaine de la cité. Il faut comprendre ça, parce que nous sommes sur un plateau télévisé, les gens doivent comprendre qu'il y a des niveaux de langue. À un moment donné, on parle pour que les gens comprennent ce qu'on dit. C'est pourquoi on dit l'homosexualité. Mais quand on dit la pensée cartésienne de la cité, ça veut dire que le blanc, il a dit que moi, je veux que le monde soit monoculturel. C'est soit tu prends, soit tu ne prends pas. Je te tends la main, si tu ne prends pas, je te coupe le pied. L'Africain ne pense pas comme ça. L'Africain pense que je te tends la main gauche, si tu ne prends pas, je te tends la main droite ou je te tends les deux à la fois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homosexualité n'est pas d'actualité, ce n'est pas dans l'essence africain. On ne doit pas le faire. Si homme va avec homme, femme va avec femme, qui va faire les bébés? Non, qui va faire les bébés?
C'était une Qu'est-ce question. qu'on va laisser? On est où 50 ans plus Moi, je tard? suis d'accord. Si ces gens veulent légaliser l'homosexualité, vous êtes d'accord avec moi? Et ils viennent dire clairement à la télé qu'on n'épouse plus les femmes. Qu'ils aient aussi la volonté de venir le dire qu'eux-mêmes, ils n'auront plus de femmes, ils n'auront même plus d'enfants. Ils doivent d'abord enlever les enfants. Ils viennent aussi à la télé, parce que ceux qui ont voté pour, ils doivent venir à la télé pour dire 48 je ne suis plus avec ma femme, puisque là tu es hétérosexuel, je ne suis plus avec ma femme. Ou avec mon mari. Et si je ne suis plus avec ma femme, j'enlève également toute la lignée dont j'ai fait avec elle et je vais rester avec mon homme. C'est plus clair, c'est plus scientifique, c'est plus logique comme ça. Et c'est plus responsable. Et c'est plus responsable comme ça. Alors, Monsieur Placide, le temps nous tenant à la gorge, il y a quelques messages à lire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique aujourd'hui a quelque chose à proposer? Pourquoi ne pas aussi africaniser le monde? Parce que le monde tend à être occidentalisé. Pourquoi ne pas aussi rapidement, s'il vous plaît, proposer quelque chose à l'Afrique? Bien sûr, l'Afrique a beaucoup à proposer, énormément à proposer. Il faut comprendre que l'Afrique a déjà même proposé d'ailleurs, beaucoup même. Mais seulement, comme ce monde était un monde cartésien, comme on disait, au moment où nous avons, à un moment donné, quitté nos cultures, j'allais dire nos traditions, nous avons là perdu une voie. Nous avons perdu une voie. Si nous sauvegardons nos cultures, nos traditions, etc., nous aurons une voie qui pourra porter. À partir de là, nos propositions seront prises au sérieux. D'accord. Je vais peut-être enchérir avant. Oui, rapidement, le temps nous tient la gorge, oui. Vous dites, est-ce que l'Afrique pourra sauver le monde? Le père de l'histoire, d'après ce qu'on nous a dit à l'école, le père de l'histoire, je crois que c'est Hérodote, si je ne me trompe pas. Bon, Hérodote lui-même, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'Afrique? Hérodote a dit ceci, presque tous les noms des dieux sont venus de l'Afrique noire. C'est lui qui le dit. Et si vous voulez, il le dit dans Euterpe, son fameux livre, son gros livre, si vous voulez. Il le dit dans Euterpe. Après, qu'est-ce que Volney dit? Volney dit, cette race d'hommes, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris. Et c'est là à qui nous devons nos arts, nos sciences et l'objet, et même l'usage de notre parole. Ça veut dire que même la langue, c'est l'Africain qui a donné la langue. D'accord. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'Africain qui a donné la langue au monde entier. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va aller maintenant pour la deuxième ou la dernière rubrique de cette émission. Parlons peu, parlons business avec Boris Chaldi. C'est tout de suite après le jingle. Alors, parlons peu, parlons business, Boris Chaldi ou pas de course. C'est vrai qu'on va toujours s'excuser, mais bon, on ne voit pas le temps passer. Business aujourd'hui, il s'agit de quoi? Le temps aussi, je lise quelques messages après. Donc, rapidement. Aujourd'hui, on est en période de la Covid-19 et qu'aujourd'hui, on sait ce que ça fait sur les gens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application Titaf. Titaf qui est le diminutif de petit boulot en argot gabonais. Titaf. Titaf, oui, c'est petit travail. Aujourd'hui, c'est une application créée par des Gabonais. Aujourd'hui, une application mobile qui permet de mettre en relation des chercheurs d'emploi aux promoteurs. Donc, aux employeurs futurs. Maintenant, si par exemple vous cherchez un menuisier, vous pouvez aller sur Titaf, vous cliquez, vous allez voir la personne qui a besoin d'un menuisier sur le téléphone et vous pouvez le contacter directement. Et ça facilite aussi aux gens d'aller. Là, nous avons Gabon Transport. C'est une application de transport qui vous permet à cette période de Covid-19 de ne pas se déplacer. À partir de chez vous, vous prenez votre téléphone, vous regardez, vous demandez un taximan et automatiquement, vous avez un rendez-vous au lieu d'encore de se mettre à la route, de chercher, de patienter en attendant un taxi. Et ça, c'est juste pour faciliter de la vie aux gens aujourd'hui. Et maintenant, par la suite, voilà, vous voyez comment ça se présente. Vous vous connectez, vous écrivez et c'est payant. Nous allons terminer par une structure, c'est Al-Muhammadi, c'est une start-up. Al-Muhammadi, voilà, c'est une start-up, ça veut dire les ingénieurs en arabe. C'est une structure agro-pastorale détenue par des jeunes musulmans, Hamza Boussougou et Youssouf, Gabonais, oui, des jeunes ingénieurs qui vous permettent de vous développer dans l'agriculture, vous donnent des conseils, que ce soit pour
des produits maraîchers, que ce soit pour ce qu'ils veulent faire dans l'élevage. Donc, ça veut dire par là qu'aujourd'hui, les Gabonais se livrent maintenant à l'entrepreneuriat. Ça, c'est une jeune entreprise, des jeunes musulmans créés, ce sont mes frères. Hein? D'accord. Et c'était ça que nous parlons aujourd'hui. Bon, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, il y a cette entreprise qui est là, qui vous accompagne. Et maintenant, avec les 2 applications qu'on a eues sur TITAF et sur Gabon Transport. Et la semaine prochaine, on aura encore d'autres nouvelles applications. La semaine prochaine, rassure-toi. Rassure-toi, Inch'Allah, tu auras assez de temps de parole. Je vais lire quelques messages. Là, il y a ce message qui nous vient depuis Libreville. Ça, c'est Adèle qui écrit, dit bon, votre sujet est intéressant. Merci à nous pour ce qu'il fait. Au moins, on a des panélistes qui sont confirmés et des chroniqueurs bien. Et une émission qui ne ressemble pas à ce qu'on voit. Bon, je ne peux pas citer le nom. Donc, le thème aujourd'hui, le noir restera toujours noir parce qu'il veut imiter le blanc, mais il ne pourra jamais atteindre le blanc. Bon, bref. Alors, deuxième message, c'est celui-là. Au pas de course, vraiment, il y a beaucoup de messages, mais bon, je vais essayer de lire quelques-uns. Là, c'est monsieur, je ne sais pas, c'est Ziengi qui écrit. Oui, votre thème est intéressant, mais si le noir, on dit, si le noir ne sait pas d'où il vient, il ne pourra pas aller. Enfin, c'est celui qui vous l'a dit, il ne pourra pas savoir où aller. Voilà, de toutes les façons, il s'est résumé. Alors, troisième message. Voilà, aujourd'hui, la télévision est venue gaspiller notre jeunesse. Tout ce qu'on nous diffuse, c'est les musiques bizarres, le sexe et tout. Donc, notre jeunesse ne peut que copier ce qu'elle voit aux médias. Alors, quatrième message que je vais lire. Quand un parent d'abord à la maison n'arrive pas à enseigner sa langue à ses enfants, comment voudrez-vous que ces enfants puissent prendre le relais de la tradition? On sera toujours peau noire, masque blanc. On sera toujours peau noire, masque blanc. Alors, un dernier message. Ici, la localisation, je ne donne pas parce que les gens ne signent pas trop. Le thème intéressant, vraiment, merci pour ce que vous faites. Encouragement à l'équipe et aux panélistes. Les invités s'expriment bien et ils maîtrisent le sujet. Et on pense que l'Africain ne pourra se relever que à partir du moment où il va comprendre sa vraie valeur. On parlait de valeur tout à l'heure. Donc justement, on reviendra toujours sur le sempiternel problème de se donner à soi-même sa valeur pour que l'autre aussi nous prenne avec beaucoup de valeur. On va donc regarder une dernière, si la régie est prête. C'est une association dont moi-même je suis président, membre d'honneur. Les jeunes du PK6, Association Développement Social, ADS, c'est un regroupement des jeunes du PK6 qui organise demain une manifestation à l'école publique de Siban. Si la régie est prête, voilà, c'est des combats. Moi-même, je vais faire combattre demain. Et cette association lutte pour le braquage et autres, sensibilisation des jeunes, insertion et réinsertion des jeunes, la promotion du petit commerce, l'hygiène et l'assainissement à travers des journées citoyennes, l'éducation populaire. Le président de cette association, dont je suis membre d'honneur, c'est M. Tomé Ulrich et le vice-président, c'est Tomo Ernest Junior. C'est des jeunes du PK6. Comme quoi, au PK6, il n'y a pas que la violence. Ils veulent aussi sortir de l'ornière, montrer aux gens que aussi on peut produire des personnes de qualité. Donc, l'émission du jour va devoir fermer les portes. Je remercie ceux qui ont été là, à nous inviter. Nous recevions, comme je l'ai dit, monsieur au pluriel, venant des Beauman, promoteur culturel et écrivain. Il nous a pas parlé de ces 2 livres qu'il a commis déjà sur le marché, qui parlent de tradition. Il était avec nous cet après-midi. Et M. Placide Rodelin, donc, qui est traditionnaliste et par ailleurs homme d'affaires, promoteur de l'économie gabonaise. On va remercier donc ceux qui nous ont suivis. Je fais un merci particulier comme ça à Mme Inès d'Alias Mbangou, qui nous a suivis depuis son téléphone portable. Et M. Elan Guéman Roger au PK6. On remercie Mme Edwige Janguezomo Nana qui fêtait 1 an de plus hier. Et M. Roméo Ouera, tout ça. Le fan club AOIM est déjà en préparation, en gestation. On aura les images samedi prochain. Ils se sont activés là-bas de ce côté pour créer déjà un fan club
PPPV. C'est une très bonne chose. On dit charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc c'était mieux que nous commencions par chez moi avant de nous étendre ailleurs. Merci d'avoir suivi ce programme, mesdames et messieurs. Nous vous sommes très très reconnaissants. C'est vous qui êtes le carburant. Nous sommes le véhicule. Je vais terminer cette émission, la clôturer en remerciant l'équipe technique, mais aussi surtout en citant celui-là qui a été l'un des plus grands chercheurs africains reconnus et très reconnus à travers le monde, Cheikh Anta Diop, qui disait: l'impérialisme tue d'abord spirituellement et culturellement l'être avant de chercher à l'éliminer physiquement. Restez connectés, sachez-le, je préfère être un lion solitaire qu'un mouton populaire. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce programme. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.